voici quelqu'un qui connaît vraiment ce qu'est le cinéma. Il s'agit de David Holefen, qui est réalisateur, qui est scénariste français. Frères ennemis, je le disais tout à l'heure, mais également nos retrouvailles, entre autres. C'est lui qui est derrière, c'est ce visage que l'on voit maintenant à l'écran, qui est derrière ces films que l'on connaît, mais ce que l'on ne savait pas forcément, c'est que il fait partie de cette grande cohorte de personnes qui ont grandi, une partie ici en Béarn. C'est bien cela. Bonsoir David. Oui, bonsoir. Tu ne vous vois pas, c'est normal. Vous ne me voyez pas, non, normalement vous devriez nous voir. Vous activez ça dans quelques instants, mais nous on vous entend et on vous voit très bien. Donc c'est déjà une première bonne chose. Et ça y est, à mon avis, l'activation de la caméra va faire que vous nous voyez, vous nous voyez désormais. David, le fait, vous avez grandi en Béarn, je le disais, avant de parler de votre carrière, d'évoquer les fois où vous avez été sélectionné également à la Mostra de Venise 3 fois. C'est pas rien dans une carrière. Le Béarn, vous l'avez connu à quelle occasion, comment, pourquoi et à quel âge? Effectivement, j'ai longuement grandi à Pau, enfin toute mon enfance à Pau jusqu'à 18 ans, où je suis parti à Toulouse faire des études. Pourquoi? Parce que mes parents sont pas béarnais. Mon père est plutôt du nord, du sud-ouest, dans les Charentes. Ma mère est espagnole et je crois qu'ils se sont mis d'accord pour se retrouver au milieu de leurs deux régions et c'est tombé sur Pau. Et c'était pas mal comme choix. J'ai beaucoup il y a pire en effet comme choix, il y a pire. Alors pas totalement par hasard. Absolument. Vous avez commencé dans l'écriture de courts-métrages tout d'abord, comme beaucoup. Hein, j'ai envie de dire de réalisateurs qui ont percé ensuite dans le cinéma. Le court-métrage pour vous, qu'est-ce qu'il amène aux réalisateurs d'une façon générale? Qu'est-ce que cet exercice particulier amène aux réalisateurs? Effectivement, pour moi, c'était ma façon effectivement de faire mes gammes. J'ai pas fait d'école de cinéma. Et il y a plusieurs façons d'arriver à faire du cinéma, du moins des longs métrages avec des producteurs, de l'argent, etc. L'un de ces moyens, c'est le court métrage qui est à mon avis tout aussi difficile, mais qui demande moins de moyens. C'est pour ça que beaucoup de jeunes réalisateurs passent par là. Il y a aussi la publicité, qui est une autre façon de percer. Moi, en l'occurrence, c'était effectivement le court-métrage. Je travaillais dans une société de production. J'ai commencé à écrire des petits scénarios et puis j'ai eu la chance de trouver des financements pour les tourner. Et puis peu à peu, je me suis détourné de la production pour me consacrer uniquement à la réalisation et à l'écriture. Alors parmi ces courts-métrages, il y en a notamment un qui a été tourné en 2002, donc 10 ans après que vous ayez commencé à exercer, entre guillemets, dans le court-métrage, où là on retrouve le Béarn. C'est pour ça que j'en parle et j'en profite d'ailleurs pour souligner que c'est à l'aide de la commission du film des Pyrénées-Atlantiques, donc Christine Saint-Cric a été la cheville ouvrière, et c'est d'ailleurs elle qui nous a mis en relation, vous et nous, là ce soir, je la salue. Vous avez tourné donc à mon absence, on est dans les Pyrénées-Atlantiques, on est même au cœur de la ville de Pau, il y avait derrière un prix spécial du jury au festival de Clermont-Ferrand, qui est la plus importante manifestation cinématographique internationale, on peut le dire, consacrée au court-métrage. Pourquoi vous avez voulu tourner en Béarn? C'est le plus grand festival au monde pour le court-métrage de Clermont-Ferrand. Et cette aventure-là de En mon absence, avait été très importante pour moi, sur tous les plans, sur le plan personnel, affectif, parce que c'était tourné à Pau. C'était largement aidé par la ville de Pau, par l'Aquitaine, l'aide de mes parents, il n'y avait pas beaucoup de sous, j'ai tourné dans une maison à Espoey, qui est la maison d'amis de mes parents, je salue les Durel. Donc c'était un tournage très familial, un très très bon souvenir, et ça a abouti sur un prix effectivement assez important qui m'a permis de continuer mon chemin. On m'a proposé suite à ça effectivement des écritures de long métrage, etc. Donc, ça n'a pas été anodin, cette étape-là. Et c'était bien que ça soit à la maison, entre guillemets. C'est bien. Bien sûr, vous avez enchaîné ensuite, côté court-métrage, on parlait des longs métrages, puisqu'il y a eu Échafaudage en 2003, Sous le bleu, présenté à la Mostra de Venise, nommé au César, en 2004, ce n'est pas rien pour un réalisateur, pour se faire connaître. Et puis arrive une découverte que, paradoxalement, vous avez baptisée Nos retrouvailles.
qui est le premier long métrage. Et je disais, le titre n'a rien à voir avec ce qui était pour vous le tout nouvel exercice. On voit ici l'affiche avec Jacques Gamblin, avec Nicolas Giraud, entre autres. On est quoi là on a quitté la chronique familiale pure pour le polar, qui est un polar qu'on peut qualifier social. Ça va bien, ça, comme caractéristique à votre film, Nos Retrouvailles? Oui, oui, tout à fait. Pour moi, peu importe la forme, ça peut être un polar, ça peut être un thriller, ça peut être une comédie. Je trouve qu'il y a tous les genres se valent, tout dépend de ce qu'on met dedans. Effectivement, là, ce film prend la forme d'un film noir, d'un film noir, mais effectivement, le contenu, comme vous disiez, est assez social. Ça parle de gens qui sont quand même assez isolés socialement. En gros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est assez sage, assez timide, quasiment autiste, et son père vient le retrouver, revient dans sa vie. Et son père, c'est un papillon de nuit, c'est quelqu'un de fantasque qui fait la fête. Donc c'est une sorte de relation un peu inversée entre l'enfant qui est très sage, très adulte, très mature, et le père qui est complètement déstructuré, fêtard, et qui en fait revient vers son fils parce qu'il en a besoin. Alors ensuite, il y a une autre rencontre, entre guillemets, avec un auteur qu'on redécouvre aujourd'hui beaucoup pour un autre ouvrage qui est La Peste. Donc dans les écrits d'Albert Camus, il y a une nouvelle où Albert Camus s'est beaucoup illustré dans les nouvelles. Et il y a une nouvelle qui s'appelle Lot qui a inspiré, parce que c'est assez librement adapté quand même, inspiré Loin des hommes, votre deuxième long métrage. On est en 2013 à ce moment-là. Et ce Loin des hommes, d'ailleurs, est présenté en compétition à la Mostra de Venise et est nommé au César dans la catégorie meilleure adaptation. Je disais que c'était librement adapté. Moi, j'aimerais que vous nous disiez d'abord comment vous avez découvert ce texte d'Albert Camus, cette nouvelle d'Albert Camus. Déjà, je pense que Camus est un auteur très très important. Effectivement, on le redécouvre aujourd'hui, mais on le redécouvre régulièrement. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un côté très contemporain à Camus vis-à-vis de tas de situations de la vie où les écrits de Camus s'adaptent finalement avec une temporalité qui ne faillit pas. Tout à fait. Et ce texte, en fait, ce recueil de nouvelles qui s'appelle L'Exil et le Royaume, c'est l'un des derniers recueils, livre qui a été publié par Camus avant sa mort en 1960. Effectivement, contient cette nouvelle L'Hôte. Ça m'a été offert par un ami parce qu'il y avait dans ce recueil de nouvelles un texte qui s'appelle Jonas, qui conte l'histoire d'un peintre qui s'isole un peu socialement et la difficulté. C'est une nouvelle de Camus sur la difficulté de la position d'artiste. Donc j'ai un ami qui m'a offert ce texte-là. Et puis j'ai lu les autres nouvelles et puis je suis tombé par hasard sur L'Hôte, qui est un texte d'une dizaine de pages, très poétique, vraiment merveilleux. Et ça se passe en Algérie, c'est l'histoire d'un instituteur à qui on demande d'amener un prisonnier à la ville la plus proche parce que c'est le début de la guerre, etc. Et ce texte m'a beaucoup ému. Je pense qu'il m'a beaucoup ému parce que mon père a été lui-même instituteur en Algérie, donc là, je crois qu'il y avait aussi un lien affectif, un lien familial qui m'a fait regarder ce texte de Camus. Façon. Et alors, pourquoi vous n'avez pas gardé le titre, au fait pourquoi vous n'avez pas appelé Lot et pourquoi vous avez baptisé le film Loin des hommes? Parce que, vous le disiez tout à l'heure, c'est une adaptation très libre. Et que je voulais aussi signifier par le titre que ce n'était pas une adaptation fidèle de la nouvelle, en fait. On s'éloigne beaucoup de l'histoire que conte Camus, qui est vraiment centrée sur l'instituteur. Le film devient autre chose, le film devient l'histoire de l'instituteur et du prisonnier qu'il est chargé de convoyer. Ce prisonnier reste dans l'ombre dans la nouvelle de Camus, il n'a pas de nom, il n'a pas vraiment de détails sur lui. Et l'entreprise d'écriture a été vraiment d'essayer de développer ce personnage qui est resté dans l'ombre dans la nouvelle, et non pas de raconter l'histoire de l'instituteur, mais l'histoire d'une relation. Voilà.
Mais d'ailleurs, alors c'est assez amusant parce que c'est en effet ce prisonnier qui n'a pas de nom et cet instituteur qui est quelque part quelqu'un d'anonyme, hein, volontairement, un non-héros, si vous me permettez, au départ, hein, en tout cas au départ. Ils ont été incarnés par à la fois Reda Kateb, formidable, et puis quelqu'un qui était déjà, à cette date-là, je pense, la star internationale que l'on connaît, c'est-à-dire Viggo Mortensen, qui pour beaucoup a joué également dans des grands films, à très gros spectacles, des gros blockbusters internationaux. Oui, Viggo Mortensen était déjà une star à C'est ça. l'époque, il sortait du Seigneur des Du Anneaux. Seigneur des Anneaux, je calculais pour savoir si c'était avant ou après, mais en fait, c'est ça, ce qu'il a popularisé évidemment dans le monde entier, ça a été le Seigneur des Anneaux, et là le voici dans un rôle d'anonyme, entre guillemets. C'est quand même, pour vous, guider une vedette comme ça, habituée à tourner, y compris dans des fonds verts, alors que là, on était chez vous dans des décors et dans une expression plus que naturelle, ça devait être un choc. Mais Viggo Mortensen est quelqu'un de vraiment très très étonnant. C'est effectivement quelqu'un, c'est en même temps une star internationale qui a tourné sur des très gros films. C'est aussi quelqu'un qui s'est toujours intéressé au cinéma d'auteur, voire au cinéma d'auteur radical. C'est aussi un poète, il écrit, c'est aussi un éditeur, c'est aussi quelqu'un qui fait de la musique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ne s'est pas du tout cantonné à son rôle de star, de blockbuster, etc. Il est absolument passionné de littérature. Il adorait Camus. Quand il a reçu ce scénario, il a été intéressé parce que c'était Camus. Ensuite, il a voulu me rencontrer et la première rencontre a duré 8 heures. Ah oui. Il avait lu le scénario, annoté dans tous les sens, pris des bouquins de Camus. Et donc, moi, j'étais aussi passionné de Camus et on s'est rencontrés grâce à cet amour qu'on a tous les deux pour Camus. Et on a décidé de faire le film ensemble. Je reviens sur Reda Kateb quelques instants, parce qu'il y a cette rencontre pour ce film, mais ensuite cette rencontre s'est prolongée, et ça fait partie de ces histoires de fidélité qu'on voit dans le cinéma, hein, entre des acteurs, des réalisateurs, parce que c'est à lui également que vous faites appel pour une forme de confrontation, de mano à mano, hein, quelque part, pour Frères ennemis, que vous réalisez 5 ans plus tard. Alors là, on est vraiment dans le polar noir. D'ailleurs, l'affiche, j'avais oublié l'affiche, mais l'affiche, elle est vraiment révélatrice, en effet, de ce que représente l'idée même de ce film, avec 2 hommes qui ont grandi à la base comme des frères, dans la même cité, on est en banlieue parisienne, et puis par la suite, ils prennent des chemins différents, comme ça arrive dans la vie, et un devient flic, l'autre devient trafiquant, et voilà que le destin fait qu'ils se retrouvent. L'origine de Frères ennemis, pour vous, ça a été quoi, le déclic pour avoir envie de vous lancer dans ce film? En fait, c'est marrant, moi j'adore pas l'affiche. J'aime pas cette affiche parce que je trouve qu'elle donne un signal sur le. Elle fait trop blockbuster, c'est ça l'affiche, puisqu'on revenait à ça, elle fait trop blockbuster, c'est ça peut-être. Moi j'avais oublié l'affiche, j'avoue. Hein, donc. Le film parle plus de problèmes d'identité que de problèmes de trafic de drogue. C'est vrai que là, ça donne l'impression que c'est que c'est à l'américain, quoi, voilà, que c'est à la mode américaine, mais bon. Je crois que c'est pas ça. Ça on parle, c'est un moment où le réalisateur perd beaucoup de pouvoir sur ce qui arrive à son film, le distributeur qui prend les. C'est le moment où la promotion et la distribution prend le relais, quoi, c'est ça. Voilà, exactement. Ce qui est normal, hein, c'est les gens qui ont mis leur pognon, etc. Oui. En tout cas, moi je trouve que l'affiche n'est pas tout à fait le reflet du film, qui est plus sur des problèmes d'identité. Reda Kateb, il joue le rôle de quelqu'un qui a grandi en cité et qui est devenu flic, en fait, et qui du coup a été rejeté par ses amis, a été rejeté aussi par sa famille, parce qu'il vient d'un quartier qui était très investi par le trafic de drogue. Ouais. Et il a en face de lui, quelque part, un ami, joué par Matthias Schoenaerts, qui est quelqu'un qui lui, était orphelin, n'avait pas vraiment de famille, et s'est complètement plongé dans un clan marocain de trafiquants, mais pas par goût de la criminalité, mais pour avoir une identité, pour avoir une famille, pour avoir des gens autour de lui. Et donc ces 2 itinéraires sont assez opposés, mais les 2 parlent de la même chose, d'une souffrance liée à l'identité. Est-ce que la communauté, est-ce que l'identité c'est quelque chose qui protège, ou est-ce que c'est quelque chose qui enferme? Et voilà, le film il parle de ça, de l'identité, de la communauté comme quelque chose de compliqué, de dialectique, qui en même temps protège et enferme, et chacun a lutté pour trouver au sein de ces contradictions un chemin, une liberté, le bonheur. Et pour revenir à Reda Kateb, effectivement, Reda Kateb pour moi c'est un acteur absolument
extraordinaire et un homme charmant. La petite anecdote, c'est que je l'ai rencontré moi sur mon premier film, Nos Retrouvailles. Il n'a pas joué dedans parce que je cherchais un boxeur, c'était un rôle de boxeur que je cherchais, et il m'avait fait croire, il n'était pas connu à l'époque, il n'avait pas encore tourné avec Audiard, il n'avait pas encore fait donc un prophète qu'il a rendu. Qu'il a rendu, bien sûr, absolument. Et il m'avait fait croire, comme tous les comédiens qui veulent avoir un rôle, qu'il savait boxer, qu'il savait très bien boxer, etc. Bon, il avait jamais mis les pieds sur un ring, et j'avais remarqué qu'il était vraiment très bon. Là, c'est là que vous vous êtes dit, il est bon comédien, parce que déjà, il m'a fait croire, avant de le voir sur le ring, il m'a fait croire, c'est ça. Donc, moi, je n'avais pas pris pour cette raison-là sur Nos Retrouvailles, mais je m'étais dit, si mes autres projets avancent, ben j'espère que je retravaillerai avec lui. Et c'est ce que j'ai fait sur Loin des Hommes, et puis c'est ce que j'ai fait sur Frères Ennemis, et qu'on va refaire, j'espère, un jour ou l'autre, parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien, qui est très intelligent dans le travail, et qui, je trouve, choisit toujours ses films et ses sujets avec beaucoup de finesse. Alors, justement, on parlait des projets à venir, parce qu'on espère qu'il y en a, malgré des périodes d'incertitude énormes qui concernent tout le monde, et vos métiers ne font pas partie de ceux qui sont exemptés de cela. Juste un mot, parce qu'on a beaucoup parlé là du réalisateur, mais le scénariste, parce que des fois vous êtes, entre guillemets, c'est pas péjoratif, au contraire, mais en tout cas, vous avez également cette passion du scénario, et vous avez collaboré en tant que scénariste simplement à d'autres projets, l'affaire SK1 notamment, avec le prix Jacques Prévert du scénario. C'était en 2014 pour le film, et le prix, je crois que c'était en 2016. Il y a toujours le décalage. Vous avez eu la meilleure adaptation également pour la meilleure adaptation, pardon, pour ce film. Et vous avez fait Sauver ou périr en 2018 en tant que en scénariste également. Hein, c'est ça pour le film de Tellier. Oui, c'est ça. Alors mes projets sont vraiment, comme beaucoup de projets professionnels dans toutes sortes de professions, complètement dans les limbes. Eh oui. Moi, j'ai un tournage qui était prévu cet été, qui était prévu au Liban. Donc le projet devient absolument impossible. On peut même pas sortir, on ne sait même pas quand est-ce qu'on pourra sortir de l'espace Schengen. Et j'avais un autre projet qui était prévu l'an prochain, dont le tournage devait être au Cambodge. Et pareil, là, il y a beaucoup d'incertitudes sur quand ces projets vont pouvoir se remettre sur les rails. De toute façon, il faut être fataliste, tout le monde est impacté, tout le monde est touché. Ce qui n'est pas, pour moi, impacté, c'est effectivement mon activité de scénariste. C'est ça. C'est plus simple. Et en ce moment, j'écris un scénario pour Emir Kusturica. D'accord. Ce sera son prochain film. Ça se passe entre la Serbie et Paris. Ça va être une adaptation extrêmement baroque et libre de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Ah oui, alors je vous pose une question qui me vient à l'esprit, parce que c'est toujours une question que je me suis posée. Vous partez de Crime et Châtiment, vous avez de l'autre côté la connaissance du réalisateur, et alors au milieu, là, le scénariste, il y a une forme de courroie de transmission, dans le bon sens du terme, hein, quelque part entre ce que l'auteur initial a voulu écrire, l'histoire initiale, ce qu'en attend déjà le réalisateur. À quel endroit se situe l'interaction? Comment est-ce que vous arrivez à co-construire? Parce qu'on oublie très souvent ce rôle primordial du scénariste, hein, d'ailleurs, et dans le cinéma français en particulier, c'est capital, mais ce rôle du scénariste, parce qu'on cite souvent l'œuvre de départ, on donne le coup de projecteur au réalisateur, comme j'ai fait tout à l'heure là, avec votre casquette, il n'y a pas de jeu de mots, avec votre casquette de réalisateur, mais le scénariste, son vrai job, comment est-ce qu'on l'organise dans le temps et dans l'échange avec le réalisateur? Bon, il y a tous les cas de figure existent. Là, aux États-Unis, par exemple, le scénariste est beaucoup plus valorisé, et il y a des gens qui écrivent vraiment le scénario de A à Z tout seul. Oui. Ils proposent au producteur qui sera chargé de trouver le réalisateur, qui sera quasiment un technicien. Oui, c'est ça, c'est ça. En France, c'est très très rarement comme ça. Moi, dans mon cas, par exemple, avec Emir Kusturica, c'est suite à des discussions qu'on a décidé d'adapter Crime et Châtiment, et puis le scénario va vraiment être nourri par toutes les discussions, idées qu'on a eues avec Emir. Donc ça passe par beaucoup
d'échange d'idées entre Emir Kusturica et moi. Surtout quand c'est quelqu'un comme lui qui a une réalisation entre guillemets très comment dire, identitaire. Quand je dis identitaire, il y a une patte, quoi. Il y a une patte derrière. Donc là, le travail du réalisateur, du scénariste, comment arrive-t-il à se fondre quelque part pour être au service du réalisateur? Non, mais c'est ça, c'est vraiment se mettre au service d'une œuvre, d'un cinéaste. Moi, j'écris aussi mes films, je ne vais pas du tout écrire pareil pour moi que pour Émir. Et ça, c'est vraiment. Moi, je me mets vraiment au service de quelqu'un. Voilà. Je suis réalisateur avant tout, et je pense que l'auteur principal du film, c'est le réalisateur. Même s'il n'a pas forcément écrit le scénario. Parce que je pense que c'est vraiment lui qui prend en charge la singularité, le regard qui est porté sur le monde. Et en tout cas, ça sera le cas avec Émir, qui est un réalisateur monstrueux. Pour moi, c'est un génie. Donc, évidemment, j'ai envie de me mettre au service de ce mec qui, pour moi, est absolument génial et qui a une vision. Donc, j'essaie juste de trouver la structure de l'histoire qui va mettre en valeur cette espèce de vision qu'il a et dont je sens à chaque discussion qu'on a. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Dernière question, David Olfen, puisque vous participez à cette émission Bonsoir le Béarn. Je remercie encore Christine Saint-Cric qui nous a permis cet entretien. Mais est-ce que vous auriez envie, je vais faire ma Christine Saint-Cric, c'est-à-dire je vais faire celui qui veut faire la promotion absolument du territoire et qui met à disposition le territoire, enfin les outils du territoire pour les créatifs comme vous. Est-ce que vous auriez envie de revenir tourner en Béarn et en Pyrénées-Atlantiques pour être un peu plus large? Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup et même je cherche un sujet qui pourrait s'y prêter. J'ai vraiment envie d'utiliser à un moment et à un autre les Pyrénées, les montagnes, cet espace qui est absolument fabuleux et unique. Donc voilà, je tourne autour du pot et un jour je trouverai la façon de trouver une histoire qui mettrait en valeur ce potentiel énorme. Eh bien, on le souhaite. Je pense que ce territoire sera ravi une nouvelle fois de servir de point d'entrée ou en tout cas de grand décor, grandeur nature, à l'expression de votre talent. Merci beaucoup, David Olfen, d'avoir été avec nous. À très bientôt à vous. Merci.